Une production des studios Bass. L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation. Les billets pour la 200e s'envolent rapidement. La Californie a 48 % de plus de bornes que de stations-service. Halifax accueillera 300 trottinettes électriques et 300 vélos électriques en libre-service. Les ventes mondiales de véhicules électriques sont en hausse de 29 % et Cadillac se concentre de plus en plus sur le 100 % électrique. Par où commencer? Sébastien Côté nous parle du préconditionnement de batterie. L'envers du panneau, Stéphane nous propose sa toute première caricature sonore. Et en grande entrevue, on parle de l'impact des tarifs avec Daniel Breton de Mobilité électrique Canada. Les prochains mois, on va déterminer où est-ce qu'on en est parce que pour le moment, l'inventaire qui est arrivé précédemment n'est pas touché par les surtaxes, les tarifs. Tout ça et bien plus encore dans l'épisode 196 de Silence on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault. C'est avec passion et plaisir que j'anime Silence on roule, le balado dédié 100% au transport électrique. Silence on roule est également le fier partenaire de l'Association des voitures électriques du Québec. J'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, très content, très heureux. Je vous rappelle qu'on est à préparer la 200e de Silence on roule, le 200e épisode régulier, je devrais dire, de Silence on roule, parce que vous savez qu'on a quoi... 70 et plus, là, épisodes hors série en plus de tout ça. Mais dans les épisodes réguliers, on va bientôt, au mois de juin, le 14, pour être bien précis, on va enregistrer le 200e épisode de Silence on roule. Vous êtes invités, ça se fait dans un lieu public, donc la brasserie La Brew Shop à Sainte-Julie. Les billets sont gratuits, mais vous devez vous inscrire. Et quand on a annoncé les billets dans le dernier épisode, en moins de 48 heures, plus de la moitié des billets se sont envolés. C'est allé très vite. Et là, au moment où on se parle, je ne suis pas allé voir tantôt, là, mais hier, il en restait au tout plus une vingtaine, je crois, de billets. Donc, si vous avez l'intention de venir avec nous pour cette captation-là, samedi le 14 juin à 13h30 à la microbrasserie La Brew Shop de Sainte-Julie, c'est gratuit, mais il faut réserver vos places. Faites-le, ça va être super intéressant. On va faire une rétrospective là, des 9 années qu'on vient de passer à Silence on roule, des 200 épisodes, les invités. On va avoir des invités spéciaux, on va avoir des chroniqueurs qui vont être sur place, on a des prix, on a toutes sortes d'affaires pour vous, des surprises. Manquez pas ça, ça va être super intéressant. On a également aujourd'hui un épisode qui va être super sur la coche, je l'espère, que vous allez apprécier. On a une chronique de Sébastien Côté, chronique pour les débutants, donc manquez pas ça. On a Stéphane Daou qui nous fait une petite capsule à saveur humoristique aujourd'hui, ce qu'il appelle une caricature sonore. Écoutez ça, vous allez voir, c'est vraiment très bon. Stéphane Daou, une belle acquisition pour le podcast Silence on roule. Merci Stéphane de t'être joint à nous. C'est vraiment le fun que tu sois là. Et en grande entrevue aujourd'hui, on a une entrevue avec Daniel Breton, qui est PDG de Mobilité électrique Canada. Puis on va parler de la conjoncture économique, du climat politique, des tarifs et de tout ce que ça implique pour nous ici au Québec, au Canada. Il va nous parler également là, d'un rapport qu'il a commandé là, avec Mobilité électrique Canada qui révèle des informations quand même assez importantes et qui sont très positives sur l'avenir économique en lien avec le secteur des transports électriques au Canada. Donc, manquez pas ça dans la grande entrevue. Si vous n'êtes pas abonné à Silence on roule, je me permets de vous le répéter, vous pouvez le faire. Vous allez à abonnement.silenceonroule.com. Tout le processus est là pour que les épisodes se téléchargent automatiquement sur votre téléphone ou votre tablette, en fait, votre appareil. C'est la meilleure façon de rien manquer et aussi d'avoir accès à tous nos épisodes hors série. Si jamais vous êtes abonné à nous et que vous nous écoutez avec Spotify ou avec Apple Podcast, vous avez le moyen là, de mettre un petit cœur ou de mettre des étoiles avec Apple, là, 5 étoiles. Faites-le. Ça fait remonter le podcast dans la liste des balados les plus populaires, les plus aimés. Il va donc être suggéré à plus de gens. Donc, on aide comme ça, non pas juste Silence on roule, mais vous aidez également à faire connaître et à démocratiser la mobilité électrique auprès de nouveaux auditeurs qu'on espère aller chercher, bien entendu.
Alors, sans plus tarder, je vous propose tout de suite d'aller écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité. Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF Vitres teintées, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre, les soins nanocéramiques ainsi que les vitres teintées. Notre pellicule par pierre ultra résistante est invisible et conservera l'intégrité de votre véhicule tout en prévenant la rouille et en protégeant la peinture contre les débris de la route. Notre traitement nanocéramique possède un puissant effet hydrofuge et il préserve l'éclat et la brillance de votre peinture pour en faciliter l'entretien. Que ce soit pour votre voiture, votre résidence ou votre commerce, Précision PPF Vitres teintées est là pour vous offrir la multitude d'avantages qu'offre la teinte de vitre. Venez nous rencontrer au 1970 boulevard des Laurentides à Laval. Appelez-nous au 450-490-4488 ou encore venez visiter notre page Facebook Précision PPF Vitres teintées. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez. Les actualités sont une présentation de Bourgeois Chevrolet, le spécialiste du véhicule électrique au Canada. Contactez-nous au bourgeoischevrolet.com ou au 450-834-2585. La Californie continue de tracer la voie vers une mobilité plus propre. L'État affiche désormais un cap symbolique. Il compte 48 % de bornes de recharge de plus que de stations-service traditionnelles. Une première aux États-Unis, reflet d'une volonté affirmée d'électrifier le parc automobile malgré les vents contraires venus de Washington. En 2024, la Californie recense 178 549 points de recharge pour véhicules électriques, contre environ 120 000 pompes à essence, d'après le California Energy Commission. Ce chiffre marque une progression remarquable de 70 % en un an, alors qu'on n'en comptait que 105 012 bornes l'année précédente. Le gouverneur Gavin Newsom s'est félicité de cette dynamique, réaffirmant l'engagement de l'État en matière de transition énergétique. Dès la mi-mai, la ville de Halifax accueillera 300 trottinettes et 300 vélos électriques en libre-échange dans le cadre d'un projet pilote encadré de 2 ans mené en partenariat avec Bird Canada. Ce programme déployé en 2 phases marque un tournant dans la mobilité urbaine de la capitale néo-écossaise. Bird Canada, entreprise entièrement canadienne basée à Port Rowan en Ontario, a été choisi comme fournisseur exclusif de ce service. Depuis 2019, cette société se spécialise dans le transport électrique de courte distance et a déjà implanté ses solutions dans plus de 25 villes à travers le pays, notamment la Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, en Ontario et au Québec. Il n'y a pas qu'au Québec que ça va bien. Les ventes mondiales de véhicules électriques et hybrides rechargeables ont augmenté de 29 % sur un an en mars, porté par la croissance de la Chine et en Europe, tandis que la progression des véhicules électriques en Amérique du Nord a été freinée par les positions du président américain Donald Trump sur les normes d'émissions et les incertitudes concernant les tarifs douaniers, selon les données publiées il y a une semaine. Les droits de douane américains sur les importations de voitures pourraient contraindre certains constructeurs automobiles du pays qui produisent au Mexique voisin à réajuster leurs prix ou à délocaliser leur production, a déclaré Charles Lester, responsable des données chez Rowmotion, car environ 39 % des véhicules électriques vendus aux États-Unis sont importés et environ un quart des véhicules électriques fabriqués localement utilisent des batteries importées, a-t-il ajouté. Les contre-mesures tarifaires chinoises pourraient également affecter les modèles fabriqués aux États-Unis par Tesla, entraînant presque le doublement des prix de certains modèles de voitures comme les S et les X vendus en Chine. C'est inquiété Lester. Ces derniers chiffres sont en ligne avec la croissance observée les mois précédents, contribuant à une augmentation des ventes de 29 % au premier trimestre. Aviva Canada annonce que 10 nouvelles collectivités bénéficieront bientôt de bornes de recharge pour véhicules électriques de niveau 2 grâce à son programme Charge for Change, en partenariat avec le Jour de la Terre Canada. Pour la première fois, des projets situés sur des territoires des Premières Nations recevront également ce financement.
les collectivités sélectionnées un peu partout au Canada recevront des bornes qui seront installées sur un programme de près de 3 millions visant à améliorer l'accès aux infrastructures de recharge publique pour les communautés, dis-je, mal desservies. En 2 ans, il a déjà permis à 15 municipalités de s'équiper et cette 3e année est aussi la dernière annoncée du programme. D'ici la fin 2025, Cadillac mettra fin à la production de son VUS intermédiaire à essence, le XT6. Assemblé à l'usine de Spring Hill au Tennessee, ce modèle cédera sa place dans un contexte de transition énergétique vers l'électrique. Le plus petit XT5, également fabriqué à cette adresse, poursuivra quant à lui sa route jusqu'en 2026. Historiquement dédié aux véhicules thermiques, l'usine de Spring Hill prend un virage important, déjà responsable de la production du Cadillac Lyriq et du tout nouveau Vistik, 2 VUS entièrement électriques. Elle incarne aujourd'hui la bascule technologique opérée par la marque de luxe de General Motors. Cadillac insiste, cette décision ne découle pas des récentes mesures tarifaires américaines visant les importations. Elle s'inscrit plutôt dans sa stratégie longuement planifiée pour aligner l'ensemble de la gamme vers l'objectif d'électrification totale. Vous aimeriez avoir une conférence par des vrais professionnels des voitures électriques? Faites confiance aux conférences de Silence on roule. Nous avons une panoplie de conférences allant de 30 minutes à 90 minutes. Pour plus d'informations et pour réserver votre conférence, écrivez à martin@silenceonroule.com. martin@silenceonroule.com. La chronique « Par où commencer ?» est une gracieuseté de l'Association des véhicules électriques du Québec. Devenir membre est un incontournable pour tout futur ou nouvel électromobiliste. www.aveq.ca. Par où commencer? Avec Sébastien Côté. Sébastien Côté, bienvenue. Merci beaucoup, Martin. Écoute, c'est toujours un plaisir de te retrouver. Et là, écoute, on dit en avril, ne te découvre pas d'un fil. On est déjà rendu à la fin du mois d'avril, donc peut-être un peu tard pour parler du sujet qu'on va traiter aujourd'hui, mais je voulais qu'on en parle de la simple et bonne raison que cet hiver, et aller jusqu'à il n'y a pas tellement longtemps, finalement, j'ai vu passer beaucoup de commentaires, beaucoup de questions, je devrais dire beaucoup d'incompréhension sur le concept suivant, le préconditionnement d'une batterie de véhicule électrique, et j'aimerais qu'on en parle. Premièrement, peut-être nous expliquer c'est quoi le préconditionnement, Sébastien? Bien, en fait, ça va être de réchauffer la batterie avec le système embarqué du véhicule là, pour la température de la batterie, mais qui va forcer à la réchauffer un peu avant d'arriver aux bornes de recharge rapide pour justement avoir une température un petit peu plus optimale pour la recharge rapide. Oui, on rappelle pour ceux qui ne se souviennent pas, une batterie lithium-ion, c'est de bonne humeur quelque part entre 20 et 25 degrés, là, mettons 24-25 degrés en moyenne. Donc, une belle journée du mois de juin-juillet, c'est heureux. Mais l'hiver, à moins 25, on est à 50 degrés d'écart de notre zone optimale. On part avec une strike, peut-être 2. Oui. Donc, l'objectif, c'est d'amener la batterie, de réchauffer la batterie pour l'amener le plus proche possible de ce 24-25 degrés-là, pour que la recharge soit plus vite, parce qu'on rappelle qu'une batterie qui a froid se recharge plus tranquillement. Donc, les gens s'achètent des voitures qui peuvent recharger à 150 kW, mais pourquoi je recharge juste à 40? Pourquoi je recharge juste à 60? Une des raisons pourrait être, il y a d'autres raisons possibles, mais une des raisons possibles, c'est que la batterie est trop froide. Donc, ça marche comment, ce préconditionnement-là? Bien, on va dire qu'il y a comme deux grandes façons. Il y a une façon plutôt automatique en utilisant les systèmes de navigation embarqués. Là, je pourrais en parler un peu plus en détail. Puis, il y a des méthodes manuelles sur certains manufacturiers là, qui ont commencé à intégrer là, des boutons pour engager ou démarrer le préconditionnement de la batterie. OK. Donc, le bouton, je pense que ça se comprend assez bien. On pèse sur le bouton avant d'arriver à la borne, puis ça va chauffer. On pèse sur le bouton combien d'avance? 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, plus? Bien, là, c'est ça. Je pense qu'il faut connaître un peu peut-être notre véhicule, puis le savoir, puis de faire des essais, parce que notre bouton à moins 20 ou notre bouton à moins 5, on n'aura pas besoin de le démarrer autant d'avance ou vice-versa. Ce qui arrive, il n'y a pas vraiment de science exacte parce qu'on ne connaît pas la température réelle de la batterie. On croit peut-être à tort qu'en roulant, on la réchauffe beaucoup, mais on ne réchauffe pas tant une batterie.
On la réchauffe, mais vraiment pas assez pour avoir des meilleures performances. En tout cas, on double ou on triplera pas la vitesse de recharge juste parce qu'on a roulé 1 heure ou 2. Des fois, les gens disent « Ouais, mais j'ai roulé longtemps, ça fait 2 heures, je suis parti de Montréal, puis j'étais quasiment rendu à Québec. Elle devrait être chaude, ma batterie. » Ouais, mais non. Elle est plus chaude que quand tu es parti, mais elle est vraiment pas assez chaude pour aller chercher les meilleures performances. Donc, en moyenne, puis je regardais plusieurs documentations sur le sujet, là, c'est rarement en bas de 30 minutes, puis je te dirais bien plus souvent 45 minutes, je te dirais en moyenne un bon 45 minutes d'avance, même 1 heure, idéalement, si on est capable, qu'on pèse sur le bouton. C'est pour ça que ton autre méthode que tu vas nous expliquer, qui est avec la navigation embarquée dans le véhicule, c'est un peu plus intéressant parce que là, si on a punché dans notre GPS qu'on s'en allait, on part de Montréal, encore dans mon exemple, puis on s'en va vers Québec, puis on choisit une borne presque arrivée à Québec pour faire le plein, bien, le véhicule, dès mon moment où je pars de Montréal, il sait que dans 2 heures ou à peu près, j'aurai besoin de me charger. Fait qu'il va pouvoir partir ça vraiment d'avance. Oui. C'est pour ça qu'on connaît ça dans les Tesla depuis très, très longtemps. Et avec la venue de Google Automotive dans les véhicules tels que Polestar et maintenant les GM, bien là, à ce moment-là, on a la fonctionnalité là, de ce démarrage-là automatique là, du préconditionnement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut vraiment utiliser... il faut avoir programmé une borne que le système a. On ne met pas juste une adresse. On ne se dit pas, je m'en vais au dépanneur Bonissoir là-bas. Non, il faut aller dans notre application embarquée du véhicule. Exact. Puis il y a souvent là, une fonctionnalité pour trouver des bornes. C'est là-dedans qu'on va. Il faut sélectionner une borne rapide là-dedans. Et ça, on ne l'a pas dit, mais le préconditionnement, on ne parle que de borne rapide. On n'a pas besoin de préconditionnement sur une borne niveau 2. Oui, c'est important parce qu'en ça, on va gaspiller de l'énergie pour arriver à la maison puis on gagnera rien. Là. Tout à fait. Donc, à ce moment-là, dans ces systèmes-là, ça va fonctionner. Il ne faut pas confondre aussi que si on était habitué à naviguer avec le Google Maps de Apple CarPlay ou d'Android Auto, bien, il faut faire attention, ça n'activera pas cette fonction automatique. C'est vraiment le système qui vient avec la voiture. Tu as oublié ton cellulaire à la maison. Et ça marche encore. Là. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de plus en plus de véhicules qui ont un système embarqué qui a de l'allure. Hein. Tu as nommé tantôt Tesla, a toujours eu un système qui a pas mal d'allure. Maintenant, dans les GM, ben, le système, c'est Google Automotive. La même chose pour Polestar. Dans le cas, par exemple, des Coréens Hyundai, Kia, ont aussi un système de navigation embarqué qui est peut-être un peu moins sexy, là, je dirais, que Android, que Google Automotive, mais qui quand même a des bornes de recharge, puis il faut vraiment sélectionner dans ce choix de bornes de recharge-là pour que ça fonctionne. Mais ça, c'est vraiment le meilleur moyen, mais ça reste que des fois, quand on part, on n'a pas prévu qu'on va arrêter ou c'était pas dans le plan, fait qu'on n'y a pas pensé d'avance, fait que les gens qui décident, finalement, dans 2 sorties, je vais arrêter de me charger, puis c'était pas le plan, puis on démarre le préchauffage, le préconditionnement, ça sera pas, on n'aura pas les performances optimales. Là. Non, c'est ça. On va penser que juste un 10 minutes va faire l'affaire, puis on va arriver à la borne, puis on va être tellement déçu qu'on va avoir gagné peut-être 2 kW de puissance. Bien, c'est ça. C'est que le 10 minutes ne sera sûrement pas assez suffisant. Ça va falloir vivre avec la conséquence de charger ou d'arrêter un peu plus longtemps, tout simplement. Tout à fait. Et puis la bonne nouvelle dans tout ça, Sébastien, c'est que là, avec le printemps qui se pointe le bout du nez, l'été qui s'en vient, nos batteries vont être naturellement plus chaudes. On aura moins besoin, on va être moins dépendant de ça, mais gardez-le en tête. Mois de novembre, décembre prochain, quand le temps froid va revenir, ben cette fonctionnalité-là, c'est pas anodin, c'est pas banal. C'est le genre de truc que dans la plupart du temps, en tout cas à venir jusqu'à date, on ne nous donne pas beaucoup d'informations lors de la prise de possession du véhicule. Pourtant, c'est un élément qui peut faire une différence monumentale dans le plaisir qu'on va avoir à se déplacer en hiver. Oui, énorme parce que moi, je pourrais dire que je ne l'ai pas dans 2 de nos véhicules, puis c'est quelque chose qu'on trouve un petit peu plus difficile, un peu plus tannant, ça, je dirais, que quand on l'utilise bien dans un autre véhicule, on s'en passerait plus de ça. Puis j'oserais dire, Sébastien, que les vitesses que peuvent avoir maintenant les véhicules modernes en termes de recharge, là, on n'est plus dans des autos qui sont dans les 40, 50, 60 kW. Là. On a des véhicules qui vont à 150, 200 kW, plus dans certains cas. Ces grosses puissances-là, c'est vraiment beaucoup plus affecté par le froid qu'une voiture qui charge à 50, qui fait froid, elle descend à 25, on a perdu 25 kW. Mais charger à 40, quand tu t'attends à charger à 140, c'est une grosse différence de vitesse. Donc, ces problématiques-là sont relativement nouvelles parce que les voitures qui peuvent charger vite comme ça sont relativement nouvelles également.
Malheureusement, je pense que l'éducation n'a pas toujours été bien faite sur ce sujet-là. Fait que je pense que c'est hyper important. Puis on l'a vu cet hiver, une multitude de gens qui comprenaient mal comment fonctionnait cet aspect-là puis qui n'ont pas pu tirer 100% de leur véhicule. Oui, puis là, j'ajouterais quelque chose qu'avant même qu'on avait ces fonctionnalités-là, là, puis même si on les a maintenant, on continue de le faire, c'est qu'on s'en va, exemple, à Québec, on n'aura pas l'opportunité de se charger pendant la nuit, puis le lendemain matin, on dit « Ah, c'est pas grave, j'irai charger une borne rapide ». Idéalement, c'est de le faire à l'arrivée avec justement ces fonctions de préconditionnement-là, mais parce que la batterie va déjà être beaucoup plus chaude que le lendemain matin qui a passé une nuit à dormir au froid. Oui, pas branché au froid. Donc là, même si on va une borne rapide, ça c'est un conseil qui a toujours été vrai, qu'il l'est toujours. Exact. Toujours mieux de charger en arrivant à destination après un long parcours que le lendemain matin après s'être levé. Là. Je comprends que des fois, quand on arrive, on a plus le goût d'aller mettre nos pantoufles, mais on va apprécier le lendemain. Oui. Sébastien, c'est super pertinent, même si en avril, c'est peut-être moins le préconditionnement qui nous préoccupe, mais on l'a vu beaucoup, donc je pense que c'est pas mauvais qu'on l'ait donné. Si jamais les gens veulent te poser des questions ou en savoir plus sur certains sujets, comment peuvent-ils te rejoindre? Ils peuvent me rejoindre par courriel à sébastien.côté@silonsonroule.com. Bon, 2-3 semaines. Oui. 3 semaines, puis on se revient, on se reparle, ça ne sera pas long. OK, bye. Excellent, bye. Vous venez de faire le saut vers l'électrique et songez à vous procurer une borne de recharge à la maison ou au chalet? Depuis plus de 65 ans, Hydrosolutions est une entreprise québécoise de confiance. Vous les connaissez pour les chauffe-eau, mais ils offrent également un service clé en main de location ou d'achat de bornes de recharge, incluant l'installation professionnelle. C'est définitivement l'avenue à privilégier afin de faire affaire avec une entreprise d'expérience qui s'occupera de tout. Demandez dès aujourd'hui une soumission en ligne gratuite et sans engagement au www.hydrosolutions.com. Choisissez parmi plusieurs marques reconnues comme Flow, Heavy Duty, Grizzly et Wallbox. Une seule visite sur leur site web vous permettra de constater la diversité des modèles offerts ainsi que la simplicité avec laquelle vous pouvez entamer une démarche. Par la suite, en cas de problème, leur équipe d'experts est là pour vous. Hydrosolutions, leur mission, vous simplifier la vie. Daniel Breton, bonjour. Bonjour, Martin. Écoute, Daniel, des fois, on se parle, ça va bien. Des fois, on se parle, ça va moins bien. Le contexte dans lequel on se parle aujourd'hui est sur 2 axes, je te dirais. On a un climat économique mondial un peu morose, mais vous arrivez, je te dirais, à point. C'est à croire que vous l'avez vu venir avec un rapport économique que vous avez déposé à Mobilité électrique Canada il y a quelques jours à peine qui, mon Dieu, met en lumière beaucoup d'éléments qu'on vit maintenant. C'est à croire que vous l'aviez vu venir, Daniel, je me trompe? Ben, pas à ce point-là, mais c'est sûr que lorsque j'anticipais une élection potentielle de Donald Trump, je me disais, dans son premier mandat, je me rappelle comme si c'était hier, il s'était attaqué aux véhicules électriques, il s'était attaqué à la réglementation EPA, ouais, comme ce qu'il est en train de faire présentement. Il s'était attaqué à l'exemption de Californie. Puis, il avait aussi imposé des tarifs qui avaient duré quelques mois sur l'aluminium, sur l'acier. Bref, je m'attendais pas à ce que les choses aillent mieux dans un deuxième mandat de Donald Trump. Puis en fait, ce qu'on constate, c'est que c'est pire encore que ce qu'on a vu dans le premier mandat. Là, il a décidé de généraliser l'attaque. Mais de façon, il y en a qui pensent que c'est un génie. Là. Moi, honnêtement, je pense que c'est pas mal plus désorganisé son affaire que certains voudraient le croire. Mais quoi qu'il en soit, c'est sûr que ça a un impact sur l'industrie, sur les industries. Écoute, pour te donner une idée, nous, une fois par semaine, depuis à peu près un mois, on participe à des rencontres avec le ministère des Finances canadien, où eux autres, ils répondent à des questions de gens à travers le pays, de différentes industries, qui se demandent ce qui va arriver, que ce soit le secteur du bois, le secteur agricole, le secteur de l'acier, le secteur de l'alimentation, le secteur de l'automobile, le secteur de la santé. Bref, on est 300-400 personnes par meeting à chaque semaine. Ça te donne une idée. Ouais. C'est tous des PDG de différentes organisations. Bref, ça montre qu'il y a évidemment beaucoup d'inquiétudes. Et Daniel, les inquiétudes, si on focus particulièrement sur ce qui nous intéresse, nous ici, tout ce qui touche le transport électrique et l'électromobilité,
au-delà de la conjoncture, je dirais d'une espèce de vent de face qu'on sentait venir, il y a des actions très concrètes qui ont été mises de l'avant par l'administration Trump, entre autres tout le domaine, tout le champ des tarifs sur les matériaux, par exemple, l'aluminium, l'acier, les répliques du Canada face à ça. Les gens sont un peu inquiets en se disant, ben si du jour au lendemain, certains modèles de véhicules qui sont fabriqués aux États-Unis vont arriver ici avec des surtaxes, par exemple, de 25 qu'est-ce qui va arriver avec le prix des véhicules, d'autant plus que les subventions sont plus aussi généreuses qu'elles l'ont déjà été. Est-ce que cet élément-là risque de brouiller les cartes dans le sens où ça va fortement favoriser des véhicules qui ne sont pas touchés par des tarifs versus des véhicules qui sont fabriqués dans des pays où il y a des tarifs et ça va créer des débalancements de prix qui va polariser le marché, par exemple, vers des véhicules coréens, japonais versus des véhicules fabriqués aux États-Unis? En fait, potentiellement, mais c'est pas clair encore. C'est-à-dire que comme la fameuse surtaxe de 25% sur les véhicules qui viennent d'ailleurs dans le monde que les États-Unis, et que ceux qui sont partie prenante de l'ACE, de l'Entente Canada-États-Unis-Mexique, eux sont touchés par des tarifs différents, mais des tarifs quand même, dépendant de la proportion de pièces qui viennent des États-Unis. Ça, je parle au sud de la frontière, et que le Canada a décidé de répliquer au nord de la frontière, a dit, nous autres, on va imposer des surtaxes de 25% pour les véhicules qui viennent des États-Unis. Mais là, initialement, il disait, ben là, il faut que ce soit en fonction du pourcentage de pièces qui viennent des États-Unis versus les pièces qui viennent du Mexique ou du Canada. Et là, tout ça s'est rapidement révélé inapplicable. Parce qu'il a commencé à calculer ça, c'est un peu le bordel. Donc, on s'est retrouvé avec une directive du gouvernement canadien qui a dit, bon, disons que on y va, là, que tu as 85% des pièces qui viennent des États-Unis, donc 85% de 25%, ça fait 21,2%. Donc, on va charger 21,2% des véhicules qui viennent majoritairement des États-Unis. Donc, est-ce que un constructeur qui fait fabriquer des véhicules en partie aux États-Unis, en partie au Mexique, en partie en Corée, en partie au Japon, en partie en Chine, quel est le pourcentage que lui va décider où est-ce qu'il va emmener ce prix-là au Canada? Donc, ça varie d'un modèle à l'autre aussi, Daniel. Ça varie d'un modèle à l'autre. Oui, GM fait fabriquer certains véhicules au Mexique, d'autres aux États-Unis, donc ça va varier d'un véhicule à l'autre. Silverado EV fabriqué aux États-Unis, le Chevrolet Equinox fabriqué au Mexique. Donc, là, ça va être de voir comment les constructeurs automobiles vont décider soit de dire on va emmener ce véhicule-là sans tarif, ce véhicule-là avec tarif, ou encore est-ce qu'on va répandre la surtaxe sur tous les véhicules? C'est aussi une chose qu'ils pourraient faire. Donc, écoute, puis une chose qu'il ne faut pas oublier, OK, c'est que c'est une surtaxe sur le prix coûtant du véhicule, pas le prix de détail du véhicule. Donc, si le véhicule est vendu 80 000, puis son coûtant est 40 000, parce que les coûtants, là, c'est pas 75 000, là. Les coûtants, là, c'est plus autour de la moitié du prix. Mais, mettons que le véhicule est 40 000, puis là, que tu as 21% de taxes. Ouais. Là, ça donne à peu près 8 000. C'est quand même pas anodin. OK? Mais est-ce que les constructeurs vont être honnêtes puis dire on augmente le véhicule de 8 000 ou encore on l'augmente de 10 000 ou 12 000 parce qu'ils vont pouvoir se servir de l'excuse des surtaxes pour dire aux consommateurs c'est pas de notre faute, là, c'est les surtaxes. Donc, honnêtement, là, il y a tout un jeu qui se passe présentement qui est pas évident, qui fait en sorte que les prochains mois, on va déterminer où est-ce qu'on en est parce que pour le moment, l'inventaire qui est arrivé précédemment n'est pas touché par les surtaxes, les tarifs. Ce qui veut dire que les inventaires dans les magasins présentement, ben, ils sont pas supposés d'augmenter de prix. Mais évidemment, les gens devraient entendre ce signal-là. Nous, on l'a vu du côté américain dans le premier trimestre 2025. Les ventes ont augmenté de 11% année après année. Là, autrement dit, entre Q1 2024 et Q1 2025, si on parle strictement de véhicules électriques. Au Canada, on s'attend à une baisse parce qu'il y a eu une pause des rabais fédéraux, plus une pause de rabais au Québec pendant les mois de février et mars. Donc, tout ceci rend la situation extrêmement compliquée à comprendre pour les consommateurs. Mais ce que je peux vous dire, c'est que à court terme, présentement, le rabais de 4 000 est revenu au Québec. Au même moment, le rabais de la Nouvelle-Écosse est disparu. Le rabais
en Colombie-Britannique est en train de changer et là, ils ont exclu avec le Manitoba Tesla de l'admissibilité au rabais. Donc, autrement dit, là, les choses sont extrêmement mouvantes ces temps-ci. Et là, si on regarde la campagne électorale fédérale, dont le vote va avoir lieu dans moins de 2 semaines, ben là, à date, il y a 3 partis sur 4 qui se sont prononcés en faveur d'un retour des rabais. Le Bloc québécois, le NPD et les libéraux. Les conservateurs, on n'a pas de réponse encore. Donc, il est possible qu'il y ait un retour des rabais fédéraux après l'élection. Dans la même mouture, dans une mouture différente de ce qu'on avait connu avant, évidemment. Certainement dans une mouture différente et adaptée au nouveau contexte. Ouais. Puis pour rendre encore plus mêlant tout ça, Daniel, les mesures annoncées par l'administration américaine changent de jour en jour. C'est-à-dire qu'il y a des tarifs, il n'y a plus de tarifs, il y en a mais moins gros, il y en a mais plus gros. Ça bouge tout le temps. Donc j'imagine que ceux qui essaient de faire des scénarios, faire des calculs, puis évaluer les variables sont constamment en train de changer. C'est un casse-tête inouï. Écoute, néanmoins, Daniel, vous avez travaillé sur votre rapport économique et ça a été lancé tout ça avant. Ben, on savait que, Trump reviendrait, évidemment, mais vous ne pouviez pas imaginer l'espèce d'improvisation astronomique qu'on est en train de vivre là. Vous avez quand même lancé le rapport qui donne quand même des conclusions fort intéressante sur les perspectives d'avenir, en tout cas qui semble dissiper un peu de brouillard ou éliminer un chemin un peu facile de réflexion qui serait de dire la mobilité électrique, tout va arrêter avec ce qui s'en vient, ça ne marchera plus. Les conclusions de votre rapport ne sont pas du tout celui-là. Là. Vous prévoyez tout de même une croissance de la mobilité électrique en 2040 qui est assez indéniable, n'est-ce pas? Absolument. Écoute, en fait, c'est que ce que les gens doivent réaliser, c'est que lorsqu'un constructeur automobile, un fabricant de batteries, une compagnie minière, ou même des fournisseurs d'électricité planifient l'avenir, ils ne planifient pas en fonction des prochains 2 mois, 6 mois, 2 ans, 5 ans. Ils planifient sur 10, 15, 20, 30 ans. Parce qu'on parle d'investissement de centaines de milliards de dollars. Et là, quand je parle de centaines de milliards de dollars, là, je ne parle pas pour le monde entier, là. Je parle pour le Canada. Pour te donner un exemple, il y a un rapport qui a été publié l'an dernier par Ressources naturelles Canada qui estimait que pour répondre à la demande d'électricité d'ici 2050 et pour décarboniser l'économie, on parlait d'investissement annuel d'environ 55 milliards de dollars par année d'ici 2050. On fait un calcul rapide, là. Ça, c'est 1000 milliards de dollars sur 20 ans. Si on ajoute à ça le déploiement des infrastructures de recharge, si on ajoute à ça l'extraction minière, parce que notre rapport économique parle aussi bien d'extraction minière que de transformation des minéraux critiques, que d'assemblage des véhicules, que des usines de batteries, que des infrastructures de recharge, que de la production et de la distribution d'électricité, de la recherche et du développement, de l'éducation et la formation. Donc, autrement dit, le spectre total de l'électrification des transports comme industrie jusqu'à la réutilisation et le recyclage, ce qu'on constate dans un scénario moyen, on va dire. C'est-à-dire, pas un scénario où les choses vont super vite, mais pas un scénario où les choses stagnent comme on risque de le voir dans les prochaines semaines et les prochains mois. Scénario moyen, ce qu'on prévoit, c'est que le PIB lié à l'électrification des transports, et là, pour être très clair avec tout le monde, c'est véhicules légers, véhicules moyens, véhicules lourds. Autrement dit, c'est aussi bien que les voitures, que les autobus, que les camions, que les autobus scolaires. On prévoit que le PIB va tripler d'ici 2035. Oublions même 2040. Là. Donc, sur 10 ans, le PIB va tripler. D'ici 10 ans, les emplois vont tripler. D'ici 10 ans, la proportion de la mobilité qui sera l'électromobilité, dans la mobilité complète, ça va être à peu près 45% du PIB complet. OK. Donc, autrement dit, presque la moitié des emplois du PIB dans la mobilité en général, ça va être l'électrification des transports. Ouais. Et ça, pour être très, très clair, ce n'est pas un rapport que Mobilité électrique Canada a rédigé. C'est un rapport que Ernst & Young, EY, a fait. Nous, on leur a donné la commande de faire un rapport pour que ce soit un rapport non biaisé, pour que ce soit pris avec des données aussi bien des membres de Mobilité électrique Canada que de gens ou d'entreprises qui ne sont pas membres de notre organisation, que ce soit des compagnies minières, des associations industrielles. Donc, ce qu'on constate, c'est que dans le pire des cas,
Puis là, le pire des cas, pour moi, c'est le cas de Donald Trump à court terme. Malgré ça, le PIB, les emplois vont augmenter à peu près 2,5 fois d'ici 2035. Il n'y a personne qui prévoit que Donald Trump va être encore au pouvoir en 2035. Il n'y a personne qui prévoit que la perturbation industrielle va durer pendant 10 ans. Il n'y a pas de constructeur qui a annoncé qu'il déménageait son usine du Canada ou du Mexique vers les États-Unis. Il y en a qui ont mis des gens à pied récemment. Stellantis l'a fait. Et puis GM l'a fait. Mais comme il y a tellement d'incertitudes, d'improvisation, d'indécision de la part de l'administration Trump, fait que les gens sont un peu en mode on attend, on regarde, puis là, il va y avoir des négociations qui vont se faire dans les prochains mois parce qu'il y a une entente de libre-échange qui devrait être signée l'année prochaine entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Moi, je prévois que d'ici l'année prochaine, il va y avoir beaucoup de perturbations. Mais qu'au-delà de ça, on va avoir une bien meilleure idée d'où on s'en va. Mais quoi qu'il en soit, on prévoit quand même une augmentation significative. Là, quand on parle d'une entreprise dont, dans le pire des cas, la croissance va être 2,5 fois plus élevée en 10 ans, combien d'autres industries peut dire que hey, maintenant, ça va très mal, là? Comme ça va très mal, nous n'allons croître que 2,5 fois. Il y a beaucoup d'entreprises ou d'industries qui sont en déclin. Oui, tout à fait. Tout à fait. Daniel, quand vous avez, je reviens là-dessus parce que pour moi, c'est un élément qui est important. Quand vous avez commandé ce rapport-là, qui était bien avant là, qu'on puisse voir, on pouvait prévoir des dégâts de Donald Trump, mais pas de cette ampleur-là, on sentait quand même à cette époque-là certains signes un peu de morosité, suspension de certains programmes, ralentissement. La croissance était encore là, mais elle était plus lente dans certains secteurs, véhicules lourds, par exemple. On voyait également qu'en Europe, il y avait un ralentissement des ventes de véhicules électriques dans plusieurs secteurs. Qu'est-ce qui explique cette espèce de vent-là? C'est juste parce qu'on voyait venir la vague qui s'en vient là? Qu'est-ce qui a créé cette espèce de... Puis je fais bien attention dans mes mots parce que plusieurs gens disent qu'on recule. On recule pas. On continue de croître, mais on croît moins vite peut-être qu'on aurait espéré. Qu'est-ce qui justifie ce ralentissement de croissance-là pré-arrivée de Donald Trump, là? En fait, le ralentissement de croissance était mathématique. Tu ne peux pas augmenter de 50% par année à toutes les années. Je veux dire, c'est mathématiquement impossible de toujours augmenter à ce rythme-là. Donc, on s'attendait à un ralentissement. Il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, au niveau européen, la réglementation a été faite en escalier, ce qui fait en sorte que les constructeurs, pour respecter la réglementation, ils faisaient des ventes en escalier. Donc, autrement dit, on a vu ça aller comme ça, mais ça continue à augmenter. Là, ce qu'on voit au début de l'année 2025, c'est que ça recommence à augmenter les ventes. Quand on regarde du côté québécois-canadien, ce qu'on constate, c'est que les gouvernements, plusieurs gouvernements ont mal planifié la popularité des ventes de véhicules électriques, ce qui fait en sorte qu'ils sont retrouvés avec les coffres vides plus rapidement que prévu parce que les ventes étaient plus rapides que prévu. Autrement dit, un parfait exemple, c'est éco-camionnage. Éco-camionnage, le gouvernement a été pris de court par l'arrivée des pick-up électriques qui étaient inclus dans l'éco-camionnage, ce qui a fait en sorte de vider les coffres rapidement. Puis en septembre dernier, on s'est retrouvé sans programme. Là, moi, selon ce que j'ai entendu, le programme va être relancé dans les semaines qui viennent. Le programme va être modifié. Donc, les pick-up vont être exclus d'éco-camionnage et là, vont se retrouver avec rouler vert. Là, c'est déjà ce qu'on voit. Et donc, là, maintenant, ça va être plus les véhicules moyens et lourds qui vont être partie prenante du programme éco-camionnage, ce qui a plus d'allure, honnêtement. D'une autre manière, je dois dire que j'étais plutôt favorable à l'idée que ce soit strictement des entreprises qui aient droit au programme éco-camionnage pour acheter des pick-up. Là, rouler vert, ça veut dire que c'est n'importe quel individu peut s'acheter un pick-up pour avoir droit à un rabais, même si c'est juste pour à la l'épicerie, de temps en temps sortir son bateau de l'eau. C'est ça, je trouve ça un peu ordinaire, honnêtement. Donc, des perturbations de programme comme ça, pour moi, c'est jamais une bonne idée. Puis ça, je l'ai dit haut et fort à plusieurs reprises. Lorsque le gouvernement du Québec a dit on met une pause en février-mars, lorsque le fédéral nous a annoncé le vendredi, il reste moins d'argent, puis le lundi, il n'y avait plus d'argent. Donc, nous, ce qu'on a dit aux partis politiques fédéraux en vue de la campagne électorale, c'est que si vous relancez le programme, et on espère que vous le relanciez, dites-nous dès le jour 1 qu'il va diminuer, qu'il va donc
Nous, ce qu'on a proposé, c'est qu'il diminue de 1000 $ par année jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'argent. Dégressif plutôt que tout d'un coup, comme ça a été fait. Exactement. Fait que comme ça, que ce soit les constructeurs, les concessionnaires ou les consommateurs, tout le monde va savoir que s'ils attendent 2 ans, mais ils vont avoir 2000 $ de moins. Simple comme ça. Mais pas de dire on part de 5000 à 0 en quelques semaines, parce que ça fout le bordel dans l'industrie, ça fout le bordel auprès des consommateurs. Donc, moi, je pense que c'est la prévisibilité dont les gens ont besoin, surtout ces temps-ci. Il y a tellement d'imprévisibilité de la part du côté de Donald Trump au sud de la frontière, que si on peut avoir un peu de prévisibilité du côté canadien, du côté québécois, c'est certain que ça va aider. Une chose que je voulais dire aussi, c'est que en annexe dans notre rapport, si on prend le scénario moyen, le scénario là où la tempête Trump est passée, puis les choses reviennent à un certain équilibre, on prévoit, selon EY, que entre 2035 et 2040, le PIB de l'électrification des transports au Canada va correspondre à peu près à 50 à 60 du PIB du gaz et du pétrole canadien. Ce qui n'est pas anodin. Autre chose extrêmement révélatrice, c'est qu'on prévoit que les emplois en électrification des transports entre 2030 et 2035 vont dépasser le nombre d'emplois dans le secteur du gaz et du pétrole au Canada. Ce qui est significatif. Une chose qui va décevoir certains puis qui va en réjouir d'autres, c'est qu'on prévoit qu'au fur et à mesure où le temps va avancer, c'est que les emplois en électrification des transports au Canada n'enlèveront pas des emplois dans le secteur du gaz et du pétrole. Autrement dit, les courbes d'emplois dans les deux secteurs vont continuer à augmenter concurremment pour une raison fort simple, c'est que la production et la distribution de gaz et de pétrole n'est pas faite pour le marché canadien. C'est fait principalement pour l'exportation. Ce faisant, c'est pas parce que tu vas avoir plus de véhicules électriques sur les routes que tu vas vendre moins de pétrole. Puis tu vas avoir un parfait exemple de ça, c'est la Norvège. Oui, tout à fait. En Norvège, ils sont au-delà de 95 % de vente de véhicules électriques. Ils font encore beaucoup d'argent avec les ventes de pétrole. Oui, parce qu'ils le vendent ailleurs. Tout à fait. Daniel, le temps file, mais je veux quand même t'entendre. Il faut comprendre que beaucoup de gens qui nous écoutent sont il y a des gens de l'industrie, mais il y a aussi beaucoup de monsieur, madame, tout le monde qui nous écoutent pour se renseigner sur les voitures électriques puis qui veulent faire les bons choix. Tout ça. Le consommateur aujourd'hui, là, on est au mois d'avril, puis là, on sait que depuis le début avril, la subvention provinciale a été ramenée. Donc là, c'est tentant, mais là, il y a toute cette vague-là. Donc, le consommateur, est-ce qu'il doit acheter maintenant? Est-ce qu'il doit attendre un mois pour voir si la subvention fédérale va revenir? Qu'est-ce qu'il fait, le consommateur qui avait un plan, qui avait en tête de s'acheter une voiture, puis il avait mis ça sur le hold dans le premier trimestre de l'année, puis là, il veut mettre son plan en action, mais là, il voit tous les tarifs. On achète ou on n'achète pas? On attend? Qu'est-ce qu'on fait? Ça dépend du modèle. Ça dépend du modèle. Oui. Ça dépend du modèle. Tu sais, s'il regarde pour certains véhicules qui risquent de n'être pas touchés par les tarifs, moi, je pense que l'urgence est moins là. S'il regarde pour des véhicules fabriqués aux États-Unis, moi, je pense qu'il devrait se presser un peu plus pour acheter des véhicules. Pendant qu'il y en a qui sont chez les concessionnaires, qui ont été acquis par les concessionnaires avant qu'il y ait des surtaxes. Ouais. Exactement. Donc, moi, je pense que, grosso modo, l'équation, là, si tu veux regarder pour un véhicule sud-coréen, un véhicule japonais fabriqué au Japon, parce qu'il y a des véhicules fabriqués ici. Aux États-Unis. Si tu veux regarder, d'ailleurs, même les Sud-Coréens, ils commencent à avoir des véhicules fabriqués aux États-Unis. Si tu regardes pour un véhicule européen, par exemple, tu vas prendre, je ne sais pas, il y a certains modèles de Volvo qui sont fabriqués en Belgique. Ben, ceux-là ne sont pas touchés par les surtaxes. Là, si tu regardes, par exemple, un modèle allemand fabriqué aux États-Unis, comme une Volkswagen ID4, il y a potentiellement, il va y avoir une hausse de prix sur les ID4. À moins qu'ils disent, ben là, présentement, les ID4, on les fait venir des États-Unis. On va peut-être les faire venir d'Allemagne pour ne pas qu'ils soient touchés par les surtaxes. Changer la source. Il y a toute cette joute qui se passe présentement. Tu sais, la nouvelle Nissan Leaf, je veux dire, on va voir d'où est-ce qu'on va la recevoir. Donc, il y a tout ça qui entre en ligne de compte. Mais il y a certains modèles, moi, je pense, tu sais, si on regarde les Ford F-150 Lightning, Silverado EV, moi, je pense fort qu'ils risquent d'être touchés par les surtaxes. Et là, ça va de voir comment les constructeurs vont composer avec cette réalité. Ouais. Dernière petite question, Daniel, puis c'est la corollaire de ce qu'on vient juste de dire.
dans un contexte comme celui-là où on voit qu'activement l'Union européenne, le Canada, l'Australie, il y a beaucoup de pays là, qui se parlent, qui ne se parlaient pas trop, puis il y a probablement des alliances, des ententes qui vont se faire. Est-ce que le contexte risque de nous amener sur le marché canadien des véhicules étrangers qu'on ne voyait pas, que ce soit... Et là, les véhicules chinois, on peut en parler par la bande parce que juste ça, c'est un dossier en soi, mais ne serait-ce que des véhicules allemands, des véhicules français, des véhicules qu'on ne voit pas ici, qui existent, mais qui pourraient être intéressants pour le marché québécois. Est-ce que le contexte va nous ouvrir la porte à ces véhicules-là ou tu ne crois pas que ça va être le cas? En fait, moi, je pense qu'il y a une opportunité historique. Je ne sais pas si les gens le savent, mais le Canada et l'Europe, l'Union européenne ont signé une entente de libre-échange il y a de ça plusieurs années, avec laquelle ils n'ont à peu près rien fait. Considérant le contexte actuel, ce qui complique les choses pour le moment, lorsqu'il est question de véhicules européens, entre autres, c'est la réglementation. Autrement dit, les aspects sécurité, coussins gonflables, les pare-chocs, les lumières, excuse-moi, mais des cossins, tant qu'à moi, là. Ouais. Puis, je sais que il y a des gens dans l'industrie qui ont voulu faire venir des véhicules d'Europe vers l'Amérique du Nord, notamment le Canada. Et on leur a fait dire, écoutez, nous, là, il faut les homologuer officiellement. Et c'est un processus qui est très cher. Et je ne serais pas sans dire qu'il n'y a pas eu une certaine façon de faire du gouvernement canadien pour favoriser certains constructeurs qui sont bien établis en Amérique du Nord. Mais considérant ce contexte, moi, je pense que ce serait le moment où on pourrait interpeller Transport Canada pour leur dire, écoutez, là, les fameuses barrières dont vous nous parliez, comme si les véhicules européens étaient dangereux sur les routes canadiennes, là, on se calme, puis je pense qu'on devrait faire en sorte d'ouvrir la porte, la possibilité d'avoir des véhicules européens, spécialement des véhicules plus petits. Oui, tout à fait. Et dans cette même vague-là, Daniel, un possible retrait de la surtaxe sur les véhicules chinois pour permettre aux véhicules chinois d'arriver ici, tu y crois ou pas? Écoute, nous, on a toujours été en désaccord avec les surtaxes de 100%. Là, dans les nouvelles, ce qu'on voyait il y a une journée ou deux, c'est que là, il y a des négociations entre l'Europe et la Chine pour enlever cette fameuse surtaxe dont ont été imposés les constructeurs chinois en Europe. Donc là, il y a du rapprochement pour faire en sorte qu'il y ait plus de collaboration entre la Chine et l'Europe à cause de ce qui se passe au sud de la frontière. Un autre élément qui est extrêmement intéressant, là, c'est que la Chine, il y a quelques jours à peine, a annoncé qu'ils changeaient, comment dirais-je, les modes de certification pour l'exportation de terres rares. Et ça, c'est une réponse directe à la guerre de tarifs qui est en train de se faire entre Trump et la Chine. Et là, il y a des enjeux non seulement pour les véhicules électriques, mais pour tout le côté militaire, la défense. Autrement dit, avoir accès aux États-Unis à des terres rares qui sont absolument incontournables. Les gens vont dire les véhicules électriques, les énergies renouvelables. Je dirais encore plus pour le secteur militaire. Ça va jouer dans l'équation. Donc, est-ce que le Canada va être capable de tirer parti de ça en disant, là, on va accélérer des projets de déploiement d'extraction de terres rares au Canada pour devenir stratégiquement un joueur incontournable dans l'équation, dans nos discussions pré-CUSMA, pré-entente Canada, États-Unis, Mexique avec les États-Unis. Vous voyez comment la géopolitique joue dans tout ça, là? Mais une chose est certaine, c'est que nous, on doit s'assurer d'être stratégique dans nos façons de faire, puis le Canada n'a pas été toujours de façon très, très audacieuse, je dirais. Mais il y a une partie d'échec qui se joue présentement au niveau mondial lorsqu'il est question de transition énergétique, lorsqu'il est question d'économie, lorsqu'il est question de partenariat économique, pour faire en sorte qu'on ne devienne pas encore une fois un peu les dindons de la farce, parce qu'on l'a été lorsqu'on a imposé 100% de tarifs aux véhicules chinois et qu'on se retourne quelques mois plus tard, on se fait taxer par les Américains pour les véhicules fabriqués au Canada. Franchement, là, il faut tirer des leçons de ça. Tout à fait. Et tu l'as bien dit, on a une occasion historique de bien les jouer, nos cartes, justement. On a les cartes en main, puis le contexte est là. Reste à voir si on aura
le courage et la prise en action nécessaire pour le faire. Daniel, on va terminer, mais je veux simplement dire à nos auditeurs que le rapport économique que vous avez publié, Mobilité électrique Canada, bon, vous pouvez évidemment le retrouver sur le site de Mobilité électrique Canada. On va également le mettre en lien, en référence au podcast. Donc, les gens pourront juste aller dans les références du podcast et cliquer dessus pour y accéder. Il est également disponible là, sur le site web de l'AVEC, la page Facebook de l'AVEC de Mobilité électrique Canada. Donc, très facile, mais on vous le met directement dans le podcast pour vous simplifier la vie. Je vous incite à le lire et jeter un coup d'œil là-dedans. Ça donne une excellente idée de l'ampleur de l'impact économique d'électrification des transports au Canada maintenant, dans le contexte et dans les prochaines années, là, avec un œil assez, je te dirais, balancé. Là, c'est ni trop optimiste, ni trop pessimiste. C'est assez central. Là, je pense que c'est important de garder, d'analyser les choses froidement dans un contexte comme celui qu'on vit. Tu l'as parfaitement dit. C'est-à-dire que quand on a donné le mandat à EY de regarder le dossier de l'électrification des transports d'un point de vue économique, c'était qu'il regarde les choses froidement, sans biais, pour qu'on arrive avec une description la plus exhaustive, la plus approfondie possible. C'est le premier rapport du genre au Canada. Et c'est pour ça que nous, on s'en sert pour que ça devienne un outil pour que les élus, pour que les fonctionnaires, pour que les gens d'industrie, pour que les gens du milieu financier et que les consommateurs comprennent le potentiel extrêmement intéressant et stratégique de l'électrification des transports pour l'avenir économique du Québec et du Canada. Daniel Breton, président directeur général de Mobilité électrique Canada, merci beaucoup pour ta disponibilité. Ça me fait plaisir. C'est vrai que ça brise moins, mais il y a quand même un minimum d'entretien à faire sur nos voitures électriques. Quand est venu le temps de faire l'entretien de mon véhicule, j'ai choisi de faire confiance à l'équipe d'Arleco plutôt que le concessionnaire. Ça fait maintenant 3 générations que cette entreprise familiale chouchoute nos voitures et ils ont été parmi les premiers à s'engager activement dans l'électrification des transports tout en adoptant des procédures et des produits sains pour l'environnement. Avec ses techniciens spécialement formés à l'entretien et réparation des voitures hybrides et électriques, Arleco nous offre aujourd'hui la même qualité de service sur nos VE qu'elle a toujours livré depuis bientôt 40 ans. De plus, chez Arleco, j'obtiens 10 % de rabais sur la main-d'œuvre et les traitements anti-rouille avec ma carte membre hors de l'AVEC. Arleco Génération 3, 8470 Boulevard Parkway à Anjou, 514-352-1446 ou arleco.ca. Arleco, servir au-delà de la réparation. La chronique L'envers du panneau est une présentation de Bourgeois Chevrolet, là où le service à la clientèle et les voitures électriques sont pris au sérieux. bourgeoischevrolet.com ou le 450-834-2585. Bienvenue à l'envers du panneau sur Radio Électrique, votre rendez-vous branché du Québec. Aujourd'hui, on donne la parole aux auditeurs et on répond à vos courriels. Mais tout juste avant, c'est le moment des nouvelles louches de la semaine. Actualité, dernière heure. C'est la folie depuis ce matin au Québec. Des centaines d'autobus scolaires sont cloués au sol. En difficulté financière, le fournisseur principal des bornes de recharge des autobus a oublié de payer son abonnement pour les serveurs chez Megazone Web Server. Le principal dirigeant mentionne être en attente au service à la clientèle au téléphone depuis 22 heures. Si le paiement n'est pas fait aujourd'hui, les données deviendront propriété de Megazone. Économie! Au Québec, après avoir calculé que chaque voiture électrique épargne en moyenne 300 $ en soins de santé, le gouvernement revient sur sa décision de taxer les électromobilistes du Québec. La classe politique aurait accepté l'idée que les routes de la province seront moins maganées en transportant moins d'essence par camion.
international. Tout indique que le président du pays voisin annulera tous les tarifs envers le Canada. Il semblerait que le passé de banquier de Mark Carney lui a permis d'obtenir le dossier de crédit du président. Et voilà, c'est le moment du courrier des auditeurs. Le premier courriel vient de Bagnole67. Monsieur Daou, les chars électriques, c'est long à charger. Mon pick-up, ça prend 5 minutes. Bonne chance avec vos cossins à batterie. Alors, Bagnole67, on va prendre un papier et un crayon, on va faire un calcul ensemble. Premièrement, la moyenne d'un plein d'essence, c'est à peu près 8 minutes. Multiplié par 52 semaines, ça donne à peu près 416 minutes par année à regarder une pompe à essence dehors. Ensuite, si tu achètes 100 pièces de gaz et que tu gagnes 20 pièces de l'heure net, ça prend 5 heures de travail pour charger ton pick-up de gaz. En plus de ça, tu as payé de l'impôt sur ces 5 heures de travail-là et à la pompe, tu vas encore payer des taxes. Avec une efficacité moyenne de 20 de ton moteur à essence, ton 100 pièces vaut à peu près juste 20 pièces en liquide. Au final, s'occuper des impacts des émissions causées par les énergies fossiles, ça va coûter des milliards en santé. Collectivement, on doit travailler des millions d'heures quotidiennement juste pour payer les soins de santé reliés à la pollution causée par le brûlage de gaz. On a un deuxième courriel des auditeurs qui vient de Marcel. Monsieur Daou, il manque des bornes de recharge au Québec. Le gaz, c'est plus sécuritaire. Comme première donnée scientifique, Marcel, le Québec comptait 2779 essenceries en 2022 contre 2985 en 2010. Bref, il y en a moins. En moyenne, ces 2779 stations d'essence ont 4 pompes, donc 11 116 pompes à essence, dont la majorité sont fermées entre 23h et 5h du matin. Bonne chance si tu fais la route de Tadoussac, Québec la nuit. Comme comparaison, au Québec, si on combine les bornes de recharge résidentielles et publiques, il y en a plus que 300 000. Et ça, c'est de l'électricité disponible 24 heures par jour. On n'a pas besoin de camion pour livrer l'électricité dans nos maisons et encore moins d'un permis de manutention de matières dangereuses et explosives. Je vous donne un devoir, Marcel, cette semaine. Allez voir les stations d'essence de votre coin et demandez au gérant où est la génératrice. Vous allez voir, s'il manque d'électricité, ça se peut qu'il n'y ait pas d'essence. Pour terminer, notre dernier auditeur, Hot Mike, nous envoie un lien vidéo d'une manifestation dans son village. On écoute ça. On vous l'a dit au conseil municipal que les chars électriques, c'est trop pesant, puis ça fait des nids de poules. Tout le monde ensemble! On n'aime pas les chars électriques, c'est rempli de cobalt. Tout le monde ensemble! On n'aime pas les chars électriques, c'est rempli de cobalt. Ouais, comment dire ça? Ben, vous ferez vos recherches sur le cobalt dans les voitures électriques. Voilà, c'est tout pour le courrier des auditeurs à l'envers du panneau sur Radio Électrique. Bonne semaine! Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Ce week-end, vendredi, samedi, dimanche, c'est le Salon du véhicule électrique de Montréal. Le rendez-vous de tous les amateurs de véhicules électriques. Vous pouvez faire des essais routiers et avoir de l'information sur tout ce qui touche les voitures électriques. Ensuite, le 7 mai à 19h, j'aurai la chance de donner une conférence à la bibliothèque Le Survenant de Sorel-Tracy. C'est sur la rue Saint-Georges à Sorel-Tracy. Ensuite, des événements de l'AVEC. Il y a le 9 mai 2025 de 9h à 19h, un événement incontournable de la mobilité durable en Beauce, Transvolt. Ça aura lieu à Saint-Georges-de-Beauce au 11 700 25e avenue. Ensuite, la journée de l'environnement de Prévost, c'est le 17 mai 2025 de 9h à 14h à l'école Val-des-Monts. Il y a aussi d'autres conférences qui viendront par la suite le 10 juin à la bibliothèque municipale de Mercier. C'est à 19h, donc une autre conférence que j'aurai la chance de donner. Puis une autre conférence en octobre, le 29 octobre, 19h à la bibliothèque Léo Le Cavalier de la Prairie.
Ceci conclut l'épisode d'aujourd'hui. Remerciements sincères à nos invités et collaborateurs, c'est-à-dire Daniel Breton, Sébastien Côté et Stéphane Daou. À la recherche, Martin Archambault, nos chroniqueurs, Stéphane Levert, Claude Gauthier, Stéphane Daou, Laurent Gigon, Philippe Corbeil, Sébastien Côté, Cédric Ingrand et Daniel Rochefort. Communication, Marie-Hélène Hamelin. Thème musical, François Viau, Luc Poirier, Marie-France Falardeau. Réalisation et production, les Studios Basses. Un merci tout spécial à Arleco, notre commanditaire principal, ainsi qu'aux autres annonceurs qui rendent l'émission possible, soit Hydro-Solutions, Précision PPF Vitre Teintée, Bourgeois Chevrolet, Création L'Escarmot, UAP Napa, Complexe EV, Roulon Électrique, ainsi que l'Association des voitures électriques du Québec. La reproduction est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Les questions sur le balado doivent être adressées à martin@silenceonroule.com et pour l'information générale sur les voitures électriques, visitez le www.aveq.ca. Vous avez également accès aux archives de tous nos épisodes ainsi qu'à notre boîte vocale numérique directement sur notre site web au silenceonroule.com. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.